on va passer du coup au prochain. SCP-178, lunettes 3D. Oh, alors si c'est le SCP que je pense, il va être incroyable. Bon, c'est des lunettes 3D classiques et tout. En vrai, vous, quel film est-ce que vous avez été voir au cinéma en 3D? Ça m'intéresse. Quel film en 3D vous avez été voir au cinéma? Moi, je crois que j'avais été voir Jurassic World, le premier du coup, au cinéma en 3D. Ah bah, je veux dire que quand les dinosaures y courent. Donc, je suis à l'ouverture de l'ouverture chinoise, vu que c'est une rêve de Kevin. Ah oui, complètement. Moi, j'ai suivi le rire jaune, pas forcément à leur tout début, parce que je suivais pas YouTube non plus en 2006. Mais sinon, ouais, moi, justement, mes shorts d'aujourd'hui, c'est littéralement une ref à la vidéo sur Kevin Président. Quand il fait les mementos archivant nos galères administratives, c'est exact. En manga. Sauf que moi, bon, manga, ça passait pas, donc moi, j'ai fait memento archivant mes galères pour avoir Internet. Et en soi, ça marche. Mais sinon, oui. Ah ouais, moi, les refs au rire jaune. D'ailleurs, je trouve ça toujours incroyable que si jamais vous tapez aujourd'hui rire jaune sur YouTube, il retrouve Kevin. Pourtant, la chaîne, concrètement parlant, la chaîne du rire jaune n'existe plus. Alors, est-ce qu'il a laissé encore les hashtags qui permettent justement de retrouver la chaîne, mais quand on tape le rire jaune ou pas? Ou alors, est-ce que YouTube est tellement... l'IA de YouTube est tellement intelligente qu'en fait, elle a tout de suite fait le lien entre rire jaune et Kevin. Plan 1 ou 2, je crois. Il y a un film de Bob l'éponge et Avatar 2. Ah, incroyable. Le film Bob l'éponge, ouais, je l'ai pas vu. Avatar 2 non plus, je l'ai pas vu parce que... J'ai pas eu le temps de le voir quand il est sorti avec tout le déménagement à faire et tout. Ben, j'avais pas le temps de le voir et au final, bon, ben... En vrai, je pourrais le regarder maintenant, mais je sais pas si je pourrais. Il faudrait que je vois. Il faudrait que je vois. Alors, du coup, on est parti pour 178, qui est un Euclide. Si c'est les lunettes 3D auxquelles je pense, ça va être incroyable. Alors, SCP-178 est une paire de lunettes blanches stéréotypes, du coup 3D, avec une monture rectangulaire en carton blanc et deux lentilles transparentes en plastique bleu et rouge. Les lentilles gauche et droite respectivement. Classique. L'objet ne montre aucune particularité physique inhabituelle, excepté une légère décoloration du carton due à son âge. Ça va alors. Lorsqu'il est porté, le porteur perçoit de grandes entités bipèdes en plus de ce qu'il voit normalement. Les entités possèdent un comportement docile et occasionnellement curieux. Les rapports représentent des entités se penchant par-dessus l'épaule de personnes travaillant et les regardant avec intérêt, à l'exception d'une seule. Toute tentative par le porteur ou tout autre membre du personnel, donc voir un rapport d'incident carrément, d'interagir directement avec les entités résultera en de sévères lacérations apparaissant soudainement sur les personnes concernées. L'apparition des lacérations est rapide et continue jusqu'au moment où le porteur meurt. Ah oui, quand même. Le motif des lacérations est toujours le même et se compose de 3 lacérations parallèles effectuées à l'aide d'objets tranchants et affilés de longueur variant entre 14,2 et 27,4 cm et d'une épaisseur variant entre 2,9 et 8,1 cm. Quand même. Les outils d'enregistrement et de mesure utilisés durant les tests ont échoué à détecter les anomalies, même lorsque les lacérations apparaissent sur le corps du ou des sujets. Les sujets n'ont pas déclaré avoir entendu de son émanant des entités. Les observations sur le long terme des sujets exposés à l'objet ne montrent aucun effet persistant. Les images stéréotypes observées grâce à l'objet apparaissent en 3 dimensions. D'accord, ouais.
Mais bon, c'est normal, c'est des lunettes 3D, ça doit bien se faire en 3 dimensions. Ok. Donc c'est des lunettes qui, quand tu les portes, tu vois des créatures. Sauf que si tu essaies d'interagir avec elles de quelque façon que ce soit, elles te tuent. Voilà. Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être conservé dans un conteneur pour objets anormaux de classe 3, gardé par au moins 2 membres armés du personnel de niveau 3, quand aucun test n'est en cours. L'objet ne peut quitter le conteneur qu'avec la permission écrite d'un membre de personnel du niveau 4 ou plus. Après l'incident alpha, du coup, qu'on va voir plus bas, toutes les expériences devront être surveillées à distance et la présence dans la zone d'expérimentation de tout membre du personnel, hormis les sujets de test, est expressément interdite. D'accord, donc en fait, est-ce qu'ils auraient pas fait un truc en mode... Au début, les scientifiques sont également là pour superviser les tests, pour qu'au final, un test se passe mal et que même si les scientifiques ne portaient pas les lunettes, ils se sont quand même fait lacérer parce qu'ils étaient dans la même pièce. Peut-être. Addendum 1. L'objet a été retrouvé dans les années 1900, quelque part au Tennessee, par un agent dont on ne connaît pas le nom, opérant sous couverture dans l'organisme fédéral des US Fish and Wildlife Service, qui est arrivé dans la ville après avoir reçu des rapports à propos d'une jeune enfant de moins de 10 ans, retrouvée morte dans sa chambre du premier étage à l'issue de mutilations inhabituelles. Oh, effectivement. L'agent a retrouvé une image stéréotype... c'est même pas... Stéréoscopique. Putain, c'est compliqué à dire. De grandes roues couvertes de sang à côté de l'endroit où l'enfant a été découvert. Et après quelques recherches, il trouva l'objet sous le lit de l'enfant, où il a probablement été jeté durant son agonie. L'agent a ensuite appelé une équipe pour venir sur place. À l'arrivée de l'équipe, l'agent enfila les lunettes et regarda l'image, ne remarquant rien d'anormal jusqu'à ce qu'il tourne la tête vers la gauche, après quoi il vit une entité à approximativement 1 pouce de son visage. Oh, le screamer qu'il a dû se taper. Oh, le pauvre. Regardant l'image stéréoscopique par-dessus son épaule. Durant le débriefing, l'agent déclara aussi avoir vu plusieurs autres entités dans la pièce observant l'équipe. L'agent n'a pas essayé d'entrer en contact avec l'entité et l'objet fut récupéré sans incident. Ok. Addendum, toutes les expériences doivent être répertoriées dans le fichier ci-dessous. Oh putain, il y en a plein. Oh là 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 là. Oh, je sens qu'il y en a plein. Oh, je sens qu'il va y en avoir plein. Ok, on va d'abord finir la page là, il n'y en a pas pour longtemps. Addendum 3, tous les membres du personnel de niveau 4 sont invités à lire le rapport du coup d'incident. Peut-être qu'il est dans les expériences, on ne sait pas. Il est obligatoire de lire le rapport d'incident pour les membres du personnel de niveau 4 ou plus supervisant ou approuvant les expériences sur l'objet. Attention, le non-respect de l'addendum 3 est passible de mesures disciplinaires. Ok, pas de problème. On va lire tout ça. Alors, toutes les expériences effectuées sur le SCP doivent être consignées dans ce document, signé le docteur, on sait pas qui. Et alors, on commence avec l'expérience E1, qui est supervisée du coup avec le docteur on sait pas qui, assisté par le docteur Trucmuche et le docteur machin chose. C'est une expérience qui date des années 1900. Procédure. Le membre du personnel de classe D est placé dans la salle de test sécurisée contenant le SCP. La chambre de test est observable via vitre par balle. Depuis une salle de contrôle adjacente équipée d'un système d'enregistrement audio et vidéo. Ok. Il sera demandé au sujet de classe D d'enfiler le SCP et de décrire les éléments observés. Résultat, le classe D, un homme de 41 ans sans trouble moto apparent, est placé dans la salle de test et il lui est indiqué qu'il doit poser le SCP sur ses yeux. Le sujet n'a pas été informé de la nature du SCP. Le sujet s'exécute avant d'exprimer vivement sa détresse en jetant le SCP et en couvrant ses yeux en hurlant.
L'équipe de recherche demande au sujet d'expliquer les raisons de sa réaction. Le sujet ne répond pas. L'équipe de recherche tente de calmer le sujet. Le sujet répond en ôtant les mains de son visage et regardant autour de lui avec la même détresse. L'équipe de recherche demande à nouveau au sujet d'expliquer la raison de sa réaction. Le sujet explique qu'il a été surpris par la présence d'une entité inconnue proche de son visage lorsqu'il a enfilé le SCP. Arrêtez avec les jumpscares, ça va pas le faire. Ah, en même temps... l'équipe de recherche demande au sujet de décrire l'entité. Le sujet décrit l'entité comme étant laide, avec beaucoup trop d'yeux. L'équipe de recherche demande au sujet de décrire l'entité avec plus de détails. Le sujet indique qu'il n'a pas pu apercevoir plus d'éléments avant de retirer le SCP. En même temps, sous la panique, oui, c'est compréhensible. L'équipe de recherche demande au sujet de réitérer l'opération, mais le sujet refuse. L'équipe de recherche le menace d'effectuer l'opération sous peine d'être immédiatement éliminé, mais le sujet refuse. Le test est suspendu et le sujet est placé sous surveillance pour analyse de possibles effets secondaires à l'exposition du SCP. Le sujet a fait preuve de symptômes de paranoïa modérés pendant 2 jours avant de retourner à son état normal. La surveillance prit fin 30 jours plus tard et le sujet est éliminé. Note. Eh bien, ça n'a pas été très instructif, mais au moins cela confirme qu'il s'agit bien d'un objet présentant une anomalie. Sans blague. Expérience E2. Du coup, toujours assisté par les mêmes docteurs. Date toujours inconnue. Procédure, le membre du personnel de classe D est placé dans la salle de test sécurisée contenant le SCP. La chambre de test est observable à travers une vitre par balle depuis la salle de contrôle adjacente équipée d'un nanar. Alors, il sera demandé au sujet d'enfiler le SCP et de décrire les éléments observés. Ok. Le sujet, une femme de 31 ans sans troubles mentaux apparents, est placée dans la salle de test et lui indique qu'elle doit poser le SCP sur ses yeux. Le sujet a été informé préalablement de la vraie nature du SCP. Le sujet obéit immédiatement et profère des injures en reculant jusqu'au mur de la salle de test. Le regard fixé sur quelque chose face à elle. Mais bon. Bonsoir Moon, bonsoir. L'équipe de recherche demande au sujet de décrire ce qu'il voit. Le sujet presse son dos contre le mur et indique apercevoir une entité debout au milieu de la pièce en train d'observer le mur. L'équipe de recherche demande au sujet de décrire l'entité. Le sujet est décrit comme bipède, possédant 2 appendices supérieurs supplémentaires se terminant en pointe et possédant une tête fine. L'équipe de recherche demande au sujet de fournir plus de détails. Le sujet commence à décrire l'entité avant de soudainement exprimer un sentiment de panique. Oh mon Dieu, ça me regarde! Le sujet s'écroule en se tenant au mur de la salle de test tout en fixant le même point. L'équipe de recherche demande au sujet d'indiquer si l'entité est de nature hostile ou non. Le sujet explique que l'entité est immobile mais l'observe. Je pense que personnellement, je préférerais 1000 fois que le SCP m'attaque plutôt qu'il est là de m'observer fixement en mode... immobile. Tout le temps. Je pense que c'est l'un des trucs qui est le plus effectivement... Ça fait plus peur un comportement comme ça que quelqu'un qui t'attaque directement, je pense. L'équipe de recherche informe le sujet qu'il peut retirer les lunettes, mais le sujet refuse, expliquant qu'il se méfie de l'entité. L'équipe de recherche rappelle au sujet qu'un comportement non coopératif entraînera son exécution. Le sujet retire le SCP et regarde la salle avec détresse, en précisant qu'elle ne voit plus l'entité. Le sujet remet le SCP sur ses yeux, à la demande de l'équipe technique, et indique que l'entité est toujours en train de l'observer. Pas du tout rassurant. L'équipe de recherche demande de faire part de tout changement dans le comportement de l'entité. Au bout de 2 minutes et 37 secondes, le sujet indique que l'entité s'est détournée et regarde à nouveau le mur. Aucun changement durant 17 minutes et 55 secondes suivants. Fin du test. Note. Il paraît étrange que la chose vue par le sujet semble si désintéressée. Vu la manière dont l'objet est arrivé dans les mains de la Fondation, nous n'avons pas pu recueillir les informations pertinentes avec l'équipement non plus. Je me demande si cette entité est vraiment là, ou si ce n'est qu'une illusion générée par l'objet.
Est-ce que ça serait... En fait, lui, il est en train de se dire, est-ce que c'est une illusion qui est générée du coup par l'objet, mais est-ce que c'est une entité, on va dire, unique? Ou est-ce qu'elle est aussi générée par l'esprit humain, en fait? Donc là, il est en train de se poser pas mal de questions, notre cher chercheur, là. Pouvoir changer la taille du bureau, ça, je ne m'en remettrai jamais. Expérience E3. Toujours assisté par le même docteur, blablabla. Procédure. Le membre du personnel de classe est placé dans la salle, contenant le SCP. La chambre est observée à travers une vitre par balle, nanana, avec l'autre. Alors, une image fractale bleue et rouge est placée sur l'un des murs de la salle de test et une poubelle en plastique contenant 10 balles de tennis standard est placée sur le mur opposé. Le sujet est informé que le SCP est une expérience next-gen lunettes 3D et qu'il est possible d'observer des images en 3 dimensions s'il regarde l'image fractale. Ok. Il sera demandé au sujet d'enfiler le SCP et de décrire les éléments observés. Si le sujet aperçoit une entité, il sera demandé de lui jeter une balle. Adieu, mec, tu as bien servi la fondation, mais j'ai bien peur que tu risques de décéder. Résultat. Il est demandé aux classes D, donc c'était un homme de 27 ans, auteur d'incendie volontaire et de meurtre sans trouble mentaux apparent. Alors, pour moi, incendie volontaire, meurtre et sans trouble mentaux apparent, ça... Non, ça va pas ensemble, on va dire. C'est très bizarre, même, j'ai envie de te dire. Alors, donc du coup, il lui demandait de se tenir près du mur opposé à l'image fractale et de poser le SCP sur son visage. Le sujet s'exécute et exprime de la surprise et de l'inconfort. Le sujet rapporte qu'il aperçoit 2 entités dans la pièce. Une désignée comme entité 1, à côté de l'image fractale, tournée dos au sujet. Donc du coup, la première entité, elle est à côté de la fractale, mais elle fait dos, mec. Ok. Et du coup, la deuxième, donc l'entité 2, traversant la pièce de gauche à droite. Le sujet ajoute que la personne en charge de l'animation est mentalement perturbée. Je dois t'avouer que là, j'ai pas très bien compris ce que Michel lui voulait dire, mais bon. Le sujet explique qu'elle utilise ses 2 jambes, mais aussi ses 2 appendices supérieurs. Il le compare à quelque chose proche du gorille. Ah d'accord, ok. Comme si quelqu'un avait construit son squelette dans le mauvais sens. D'accord. L'équipe de recherche demande au sujet si les 2 entités sont similaires. Le sujet précise qu'hormis leur taille, les 2 entités sont globalement similaires. La description de l'entité faite par le sujet concorde. Avec l'expérience du coup de... Il est demandé au sujet de prendre une balle de tennis et de la jeter en direction de l'entité 2. Le sujet s'exécute. L'équipe de recherche et l'équipement d'enregistrement audio observent le mouvement de la balle ininterrompu à travers la salle jusqu'au mur opposé. Le sujet exprime de la surprise et de la panique, esquissant un geste de fuite pendant 0,7 secondes avant l'apparition de profondes lacérations sur son corps. Bon. L'apparition des lacérations se poursuit pendant 4,7 secondes jusqu'à la mort supposée du sujet à cause de la grande perte de sang. L'autopsie du sujet révèle que le corps a été mutilé par 3 objets contondants. Épée est estimée à environ 17 cm de longueur et 4 cm de largeur. L'analyse de la balle a montré uniquement des traces de transpiration d'origine humaine, identifiant comme celle du coup du classe D. Ouais, il devait pas non plus être très serein à l'idée de lancer une balle dans la tronche d'une de ces créatures. Bon, il avait pas le choix. Putain de sa mère? C'est ça que t'as voulu marquer? Je sais pas.
Ces choses n'aiment pas qu'on les dérange. Mais bon, cette balle jetée à travers la pièce, comme si rien ne s'y trouvait, et la mort du sujet qui ne nous indique pas si la créature était sur la trajectoire de la balle ou non. C'est loin d'être concluant, mais les traces de lacération correspondent à celles que nous avons révélées sur les lieux de du récupération du SCP. Donc, il est facile de comprendre que cet objet est dangereux. Il est intéressant à noter que l'apparition de ces entités reste la même malgré les différents sujets de test. D'accord. Je me demande si une interaction non violente entre les sujets et une entité est possible. Aucune idée. Expérience numéro E4. Même docteur, même date supprimée et tout. Procédure. Membre du classe des places. Ok. Chambre de test observée, vide par balle, contrôle adjacent, enregistrement audio-vidéo. Caméra infrarouge, capteur de radiation électromagnétique et de détecteur de mouvement en plus. Ok. Une image fractale bleue et rouge est placée sur l'un des murs de la salle. Le sujet est informé que le SCP est une expérience NetGen lunettes 3D et qu'il est possible d'observer des images en 3 dimensions s'il regarde l'image fractale. Il sera demandé au sujet de classe D d'enfiler le SCP et de décrire les événements observés. Si le sujet aperçoit une entité, il lui sera demandé de lui parler. Très bien. Résultat. Il est demandé à la classe D, donc du coup c'est une femme de 19 ans sans trouble mental apparent, de se tenir près du mur opposé à l'image fractale et de poser le SCP sur son visage. Le sujet s'exécute et exprime immédiatement un sentiment de dégoût. Il est demandé d'expliquer ce qu'il voit. Le sujet décrit une entité similaire à celle rencontrée précédemment, positionnée approximativement à 2 mètres en train de l'observer. Coucou. Il est demandé au sujet d'essayer de parler avec la créature. Le sujet semble confus à l'idée de parler à une image animée. L'équipe de recherche réitère la demande. Le sujet semble irrité et déclare « Salut, truc bizarre, comment ça va aujourd'hui ?» D'un ton ennuyé. Des lacérations apparaissent sur le torse et l'abdomen du sujet 2 secondes après la fin de sa phrase. Son bras droit est sectionné depuis le coude après 2,4 secondes. Ah oui, donc même leur parler, ça marche pas. Oh putain. Les lacérations de les cris du sujet stoppent environ 8,4 secondes plus tard, lors de la mort présumée du sujet. L'autopsie du sujet révèle le même genre de lacération causée par des objets contendants d'environ 21 cm de longueur et 5 cm de largeur. Note. J'imagine qu'on peut en conclure que toute tentative de communication avec les entités provoque une réaction hostile. Et rien non plus du côté des capteurs. On est en train de dresser un mode opératoire, mais la grande question demeure. La mort du sujet est causée par l'objet ou par les entités? Je me demande si des sujets qui n'utilisent pas l'objet peuvent être infectés. Et c'est cette réflexion qui va donner naissance à l'incident qu'on essaie de trouver depuis tout à l'heure. Expérience E5. Même docteur, même date et tout le bordel. Procédure. 2 membres du personnel de classe D, cette fois-ci, sont placés dans la salle de test contenant le SCP. Donc la chambre est observable, vitre par balle, depuis la salle de contrôle adjacent. Donc il y a l'équipement audio-vidéo, caméra infrarouge, les capteurs de radiation électromagnétique, détecteur de mouvement. Ok. Les 2 sujets sont informés des propriétés du SCP. Il est demandé au sujet 1 d'utiliser le SCP et d'écrire à l'autre sujet numéro 2 l'emplacement et l'apparence de toute entité dans la salle de test. Le sujet 2 devra alors tenter d'interagir avec les entités. Ok. Résultat. Du coup, le sujet 1 est une femme de 35 ans, 3 condamnations pour meurtre et agression sans troubles mentaux apparents. Pareil. Ça dépend après... Là, ça dépend si c'est une bagarre qui a résultat en un meurtre ou si c'est un meurtre
volontaire. Déjà, on sait même pas combien de meurtres il y a eu. Et le sujet 2, du coup, c'est une femme de 27 ans sans troubles mentaux apparents. Ok. Donc elles sont placées dans la salle de test. Il est demandé au sujet 1 d'utiliser le SCP. Le sujet 1 exprime son ressenti envers l'équipe de recherche appuyée par le sujet 2. En gros, il casse les couilles. L'équipe de recherche rappelle aux deux sujets qu'un comportement non coopératif sera sanctionné par l'élimination. L'élimination. J'essaie d'aller trop vite, ça va pas. Le sujet 1 enfile le SCP et laisse échapper des jurons. Le sujet 2 exprime sa méfiance et demande des explications à propos de la réaction du sujet 1. Cette dernière déclare « Il y en a un juste derrière toi ». Le sujet 2 se retourne et répond qu'il ne voit rien d'inhabituel. L'équipe de recherche tente de calmer les sujets en assurant que les entités perçues sont inoffensives et demande au sujet 1 d'aider le sujet 2 à entrer en contact avec les entités. Sujet 1 explique qu'une entité se tient juste devant elle et que sa tête fait plus d'un demi-mètre. De plus que la sienne, d'accord. Le sujet 2 désigne l'emplacement indiqué par le SCP qui répond avec l'affirmatif. Le sujet 2 tente de se calmer, puis regarde dans la direction où semble se trouver la tête de l'entité et dit coucou. Des lacérations apparaissent immédiatement sur le torse et le visage de la sujet 2, 0,9 secondes avant que son cou soit sectionné. Le sujet 1 pousse un hurlement et se jette en direction de la porte de sortie de la salle de test. Le sujet 1 tente d'enfoncer la porte sans succès pendant 5 secondes avant de se tourner et de lancer à l'entité observée « Non, va-t'en ». Des lacérations apparaissent sur l'abdomen et le torse de sujet 1. Tout mouvement, blessure et hurlement cessent en même temps après 17,3 secondes. L'autopsie sur les sujets révèle 2 modes opératoires différents. Les quelques blessures subies par sujet 2 coïncident avec des lacérations causées par 3 objets contondants d'environ 27 cm de longueur et 8 cm de large, alors que celles infligées au sujet 1 révèlent 3 objets contondants d'environ 14 cm de longueur et 3 cm de largeur. D'accord. Nous ignorons toujours si les entités sont réelles ou une simple illusion causée par le SCP. Mais maintenant, nous savons que ces effets peuvent toucher des personnes qui ne portent pas le SCP. Ça veut dire que l'objet est potentiellement beaucoup plus dangereux qu'on le suppose. Assez intéressant, les 2 sujets ont montré différentes formes de lacération, comme si elles avaient été infligées par différentes entités. Dommage qu'on n'ait pas demandé à sujet 1 combien il y en avait dans la salle de test. On fera mieux la prochaine fois. Par contre, le sujet aurait pu peut-être pu s'en sortir indemne si elle ne s'était pas adressée directement à l'entité. Ça vaut le coup de vérifier. Putain. Là, c'est-à-dire qu'il va refaire le même test en faisant en sorte que le sujet 1 ne parle pas avec l'entité. Putain. Du coup, expérience 6, avec du coup les mêmes docteurs, dates, inconnus, blablabla. Procédure, demande du personnel de classe D, set de TEPS au Serval à travers la vie par balle, avec c'est les mêmes systèmes d'enregistrement. Les sujets sont informés de la propriété des propriétés du SCP. Il est demandé au sujet 1 d'utiliser le SCP et de décrire au sujet 2 l'emplacement et l'apparence de toute entité dans la salle de test. Le sujet 2 devra alors tenter d'interagir avec les entités et il est expressément indiqué au sujet 1 qu'il ne doit ni parler ni interagir avec les entités, peu importe les circonstances sous peine d'élimination. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Le sujet 1 est un homme de 44 ans sans troubles mentaux apparents. Et le sujet 2 est un homme de 52 ans, pareil, sans troubles mentaux. Ils sont placés dans la salle de test. Il demandait du coup au premier sujet d'utiliser le SCP, qui n'est pas coopératif, mais bon. Il est demandé à nouveau au sujet 1 d'utiliser le SCP, qui est toujours non coopératif. Le sujet 2 presse le sujet 1 de coopérer par peur des mesures punitives. Le sujet 1 enfile le SCP et exprime la surprise et du dégoût. L'équipe de recherche demande au sujet d'indiquer le nombre d'entités. Le sujet déclare qu'ils sont de partout. Ils sont putain de partout? Doc, il y en a 9 en tout avec nous. Le sujet 1 se retourne vers la vitre par balle
qui le séparent de la salle de test avec la salle de contrôle et ajoute. Il y en a 3 là avec vous. Regardez, il y en a un qui se penche par-dessus votre épaule, on ne sait pas quoi. Et là, il faut voir le rapport. Attends, t'es en train de me dire qu'il y avait... Oh, en gros, il y avait des SCP dans la salle de surveillance. Oups. Mais du coup, on veut le rapport de l'incident Alpha. On le veut. Il est où? On a besoin pour avoir plus d'informations. Note, suite à une perte de la totalité de l'équipe de recherche lors de l'incident, les mesures de confinement ont été révisées plutôt, signé au 5-7. Oups. D'accord, ok. Donc là, tous les docteurs sont morts durant l'expérience. Oups. Expérience E7. Assistée par 2 nouveaux docteurs. Et cette fois-ci, c'est dans les années 2000. Alors, procédure. Le sujet de classe D est placé dans la salle avec le SCP. La salle est divisée en 2 parties séparées par une vitre pare-balles dotée d'un petit trou couvert d'une grille en métal permettant le passage du son. La salle de test est observable par un système d'enregistrement, audio et vidéo, infrarouge, capteur de radiation électromagnétique et détecteur de mouvement. Le sujet est informé de la nature du mauvais SCP, mais bon, et qu'il doit tenter d'établir une communication avec les entités de la deuxième partie de la salle de test. D'accord, donc en gros, là, ils ont séparé la salle de test en 2. Donc il va y avoir une partie des SCP qui vont être dans la première salle et d'autres parties qui vont être dans la deuxième salle. Mais du coup, lui, il doit interagir avec les SCP qui sont pas dans sa salle à lui, en fait. Du coup, résultat, le classe D, c'est un homme de 52 ans. C'est le V-World. Et double homicide, sans trouble mentaux apparent. Bon, à partir du moment où t'as fait ça et ça... Pour moi, il y a trouble mentaux derrière quand même. Hein. Donc il est passé dans la salle de test et il est demandé de mettre le SCP. Le sujet exprime son manque de motivation, mais s'exécute. La flemme. Il a demandé au sujet de décrire ce qu'il voit. Il compte 4 entités dans la deuxième partie de la salle de test. Le sujet indique qu'elles ont l'air dociles. 2 d'entre elles cognent les murs et les 2 autres l'observent à travers la vitre. L'équipe de recherche demande au sujet si les entités sont présentes dans la partie de la salle où il se trouve. Le sujet regarde autour de lui et indique qu'aucune ne se trouve avec lui. Il a demandé au sujet d'établir une communication avec les entités. Le sujet exprime son désir d'en finir vite et bien fait. Vite fait, bien fait. Le sujet dit vraisemblablement aux entités « Bonjour, vous pouvez m'entendre ?» avant de reculer brusquement. L'équipe de recherche demande pourquoi le sujet s'est éloigné. Le sujet explique que les entités ont commencé à bateler la vitre avec leurs indices supérieurs. L'équipe de recherche demande si les dommages sont causés à la vitre. Le sujet répond que non. L'enregistrement audio ne parvient pas à révéler de son, hormis ceux produits par le sujet. L'équipe de recherche demande au sujet s'il peut entendre les entités frapper la vitre. Le sujet paraît perplexe et répond à la négative. Aucun changement n'est enregistré pendant 10 minutes et 14 secondes. L'équipe de recherche annonce la fin du test. Le sujet exprime son soulagement et retire le SCP avant de le poser sur le sol. La salle de test est ouverte et 2 membres de la sécurité demandent au sujet de les suivre, probablement pour être ramené jusqu'aux cellules des classes D. Le sujet se retourne et obéit lorsque des lacérations apparaissent sur son visage, torse et partie supérieure de ses bras. Le sujet hurle et les 2 membres de la sécurité reculent en jurant. L'un des agents transmet l'alerte de rupture de confinement par radio. L'autre agent, certainement, ouvre le feu dans la salle de test, tuant le sujet. 2,1 secondes après les premières lacérations. L'équipe de confinement est envoyée dans la zone de test et le secteur est bouclé. Pendant 1 heure et 4 minutes sans nouvel incident, les chercheurs concluent que la menace est neutralisée et l'accès est rétabli. Le SCP est retrouvé à l'emplacement où le classe D l'a laissé. Oups. Note.
Ça aurait pu être catastrophique. C'est la première fois qu'on mène une expérience sur le SCP et tout le secteur a été bouclé. La direction va pas être contente. Nous devrions élaborer des expériences moins risquées dans le futur. Non, jure, mon rat. Franchement, jure. J'en conclus que toute utilisation du SCP établissant un contact avec les entités peut mourir à tout moment après avoir retiré les lunettes. Il est intéressant à noter que l'agent n'a souffert d'aucun effet malgré le fait qu'il ait tiré sur l'entité. Ah ouais, c'est vrai ça, étant donné que le premier, il est mort parce qu'il a lancé une balle sur l'entité. Mais s'il faut le voir, l'entité, justement, pour se faire buter. En fait, je pense que si on essaie de le toucher, là, il faut peut-être le... Attends, mais même pas. Moi, je pense qu'il faut au minimum une personne qui voit l'entité pour que ce dernier puisse agir. Je pense que c'est dû au manque d'informations relatives aux entités et en sa possession. Moi, je pense que c'est parce qu'en fait, personne ne regardait le SCP. À mon avis, si quelqu'un avait les lunettes 3D sur les yeux et voyait le SCP et qu'en même temps, l'homme tirait sur le SCP, là, il serait peut-être mort. Mais étant donné que personne n'avait le SCP sur les yeux, bah, du coup, l'entité n'était pas visible. Expérience numéro E8. Donc du coup, c'est toujours les mêmes docteurs, maintenant. Dans les années 2000. La procédure... Le sujet de classe D est placé dans la salle de test sécurisé contenant le SCP. Une caméra connectée à un écran. La salle de test est observée par un système d'enregistrement audio. Donc c'est les mêmes... c'est les mêmes équipements. Il est demandé au sujet de positionner le SCP devant la caméra et d'exprimer ce qu'il voit sur l'écran. La caméra est connectée au moniteur et la salle de test est un système d'enregistrement externe. L'équipe de recherche demandera ou non l'accès à l'enregistrement en fonction du résultat de l'expérience. Oui, bon. Effectivement, si ça tourne mal, on va peut-être éviter de regarder la vidéo. Le classe D est une femme de 28 ans avec 15 inculpations pour agression, 2 inculpations pour meurtre sans troubles mentaux. Va falloir que vous révisiez votre définition de troubles mentaux parce que... Après, c'est troubles mentaux apparents, mais ça peut pas forcément dire qu'elle en a pas. Même si en soi, si t'as un sociopathe en face de toi, tu le vois quand même, quoi. Du coup, elle est placée dans la salle de test et lui demandait de placer le SCP devant la caméra. Le sujet s'exécute et positionne le SCP à une vingtaine de centimètres de la caméra. Il est demandé au sujet de positionner le SCP de manière à ce que la caméra puisse voir à travers, à travers les lunettes. Le sujet demande quelle lunette doit-elle choisir. Elle doit choisir. Ah oui, d'accord. Donc, si c'est celle de droite ou de gauche. L'équipe de recherche demande au sujet si quelque chose d'inhabituel apparaît... attendez, non. Demandez au sujet de positionner sur la lunette rouge devant la caméra. Donc, elle le fait. Et l'équipe de recherche demande s'il y a quelque chose d'inhabituel sur l'écran. Le sujet répond par la négation. Il est demandé au sujet de positionner la lunette bleue maintenant. Ok. Et elle indique que l'écran n'indique toujours rien. Ok. Demandez au sujet de laisser la caméra et d'enfiler le SCP. Ok, donc le sujet le fait. Le sujet laisse échapper un bref cri de panique alors qu'il recule en fixant l'écran. L'équipe de recherche lui demande d'expliquer sa réaction. Le sujet rapporte la présence de 3 entités penchées devant l'écran en train de l'observer. D'accord. Le sujet retire le SCP après la demande de l'équipe de recherche. Fin du test. D'accord, ils étaient omnubilés par l'écran. Trop bien. Note, il semblerait que l'objet fonctionne de manière similaire à des lunettes 3D classiques qui nécessitent 2 yeux. Ou alors l'effet est uniquement optique. Il y a un moyen de vérifier ça en utilisant 2 caméras, mon ref. Ah, et là, on a un test qui est en attente de validation par un membre du personnel de niveau 4 ou plus. Ok, c'est quoi? Un sujet de classe D placé dans la salle avec 2 petites caméras, du coup. Voilà, simulant 2 paires d'yeux humains
connectés à un écran qui fusionne les deux images pour n'en créer qu'une seule, selon le même processus de vision humaine. Ah, ok, intéressant ça aussi. Donc il est demandé au sujet de positionner le SCP devant la caméra et d'expliquer ce qu'il voit sur l'écran. La caméra est programmée pour sauvegarder l'enregistrement. L'équipe de recherche demandera ou non l'accès à l'enregistrement en fonction du résultat de l'expérience. Ça peut être intéressant effectivement. De voir si les... Comment dire? Ah! Le fait d'utiliser deux caméras comme de la même manière que les yeux humains, est-ce que ça change quelque chose au SCP? Peut-être. Mais du coup, on ne peut pas le savoir malheureusement. Mais par contre, on n'a pas l'incident. Oh, ça fait chier. Et bon, on a compris concrètement ce qui s'est passé, mais j'aurais aimé avoir ton incident là, l'incident alpha, pour savoir concrètement ce qui s'est passé. Mais on peut pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage.